Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, 6e vidéo sur le bouquin Influence et manipulation de Robert Cialdini. On est en train de décortiquer dans les moindres détails ce bouquin, une série de 9 vidéos et aujourd'hui on est à la 6e vidéo. Aujourd'hui, on va voir le principe d'incertitude, le principe de preuve sociale. Comment est-ce qu'on influence avec la preuve sociale? Comment éviter de se faire influencer quand quelqu'un use de la preuve sociale sur nous? Et puis, on va voir comment le principe d'incertitude joue avec tout ça. Dans les précédentes vidéos, je vais vous faire un rapide résumé en une phrase pour chaque vidéo. Première vidéo, on a vu sur le principe de base sur lequel est basé ce bouquin, qui est le principe des automatismes qui sont ancrés en nous et sur lesquels on ne peut rien faire. Vidéo 2, on a vu le principe de réciprocité avec la technique de rejet-retrait. Vidéo 3, le principe de rareté avec l'interdiction et la censure qui amplifient la manipulation et l'influence sur le principe de rareté. Vidéo 4, on a vu l'engagement et la consistance, vidéo extrêmement importante d'ailleurs. Vidéo 5, c'était la dernière vidéo où on a vraiment parlé des choix là-dessus, qu'est-ce qu'étaient les choix rationnels, les choix de rationalisation, et c'était basé sur le fait que plus on investit et plus on combat pour obtenir quelque chose, plus on va être investi dans ce quelque chose, et plus difficile ce sera d'en sortir. Donc on a vu plein d'exemples là-dessus et on expliquait que le plus important c'est d'apprendre à choisir et de faire la différence entre les choix rationnels et de rationalisation. Et maintenant nous sommes à la 6e vidéo, j'ai toujours mon carnet avec moi où j'ai tout noté dedans pour vous aider et pour vous sortir les informations les plus importantes de ce bouquin. On va parler du principe d'incertitude et de la preuve sociale. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos et n'oubliez pas d'activer la petite cloche, pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo parce que YouTube est un petit peu méchant, il ne notifie pas tous les abonnés sauf si vous avez activé la petite cloche, donc c'est très important. Sans transition, on passe à la nouvelle vidéo. Le principe de la preuve sociale, l'être humain choisit de faire quelque chose en observant ce que font les autres. Alors il y a plein d'exemples possibles, moi j'en ai extrait 2 et puis après j'ai d'autres exemples un peu moins marrants, un qui est raconté dans le bouquin et un que j'ai vécu personnellement où j'ai vu justement ce principe de preuve sociale et d'incertitude qui était exploité au maximum de façon inconsciente et qui a mis en danger la vie de quelqu'un. Donc je vous raconte ça dans cette vidéo là et vous allez voir c'est pas drôle et je l'ai vécu personnellement, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc on choisit quoi faire, quelle décision prendre par rapport aux choix que font les autres. Il y a différentes manières d'appliquer ça. Il y a un exemple qui est assez marrant, c'est les sitcoms à la télévision. Vous savez, ces séries comme Friends ou des vieilles séries qui avaient les séries AB1 comme Hélène les garçons, ça quand on était plus jeune, vous avez plein de séries comme ça. Vous savez, des rires enregistrés, des faux rires qui rigolent derrière la scène de la sitcom. Donc il y a des blagues qui ne sont pas forcément drôles et il y a des personnes qui rient derrière. Et le fait d'entendre des rires enregistrés, et on sait que c'est enregistré, vous êtes d'accord, vous avez déjà vu des sitcoms à la télé, des séries bidons, il y en a plein, hein, d'ailleurs, je regarde plus la télé aujourd'hui, mais il y a des trucs, Nos chers voisins je crois, ou Scène de ménage, il y a des machins en ce moment comme ça, je sais que ma mère regarde ça, donc quand je vais chez elle, je regarde, et je crois qu'il y a encore les rires enregistrés. Et les rires enregistrés, ça fonctionne. C'est-à-dire, on sait que c'est des faux rires, on sait que c'est enregistré, on sait que les personnes qui rigolent dans l'enregistrement du rire ne rigolent pas à la blague de la série, c'est juste des rires enregistrés. Par contre, si on enlève les rires enregistrés, on rigolera moins, notre temps de rire dans l'épisode sera inférieur à si on laisse les rires enregistrés. C'est-à-dire que même en le sachant, le rire enregistré nous fait rire. C'est le principe de preuve sociale. Il y a un groupe de personnes qui rient et donc le bon comportement à avoir est de rire. Donc ça optimise la probabilité de rire. Ensuite, il y a les queues volontaires devant les restaurants et les discothèques. Ça, c'est un exemple que j'ai remarqué, qui est une technique marketing pour les discothèques et les restaurants. C'est-à-dire, par exemple, la discothèque va dire qu'elle elle commence la soirée à 23 h, par exemple. Elle va dire à 23 h, on ouvre les portes pour la soirée et puis ensuite on fermera à 6 h du matin. Eh bien, volontairement, les vigiles vont faire rentrer les gens à 23 h 30. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, il y a souvent des gens qui arrivent quand les discothèques ouvrent, donc j'en fais pas partie, mais il y a des gens qui arrivent assez tôt. Et en plus, oui, ils font autre chose. C'est qu'ils disent qu'avant minuit, l'entrée est gratuite. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, quel était l'intérêt de dire pour une discothèque que l'entrée était gratuite avant minuit?
il y a peu d'intérêt. Quand on y réfléchit objectivement, il y a deux trucs. Il y a un truc logique, ils se disent, ah bah oui, mais s'ils sont là depuis plus longtemps, ils vont commander au bar, et donc du coup, ils vont faire plus d'argent sur la soirée. Mais c'est une fausse, en fait, c'est intuitif, mais c'est faux comme raisonnement, parce que les gens qui veulent arriver en boîte tôt pour avoir une entrée gratuite, c'est pas les personnes qui vont dépenser beaucoup d'argent au bar, parce que justement, ils viennent sur le principe de la gratuité. Et puis ensuite, les gens qui arrivent tard dans la boîte, généralement, ils sont alcoolisés, ils dépensent encore plus facilement d'argent au bar. Donc c'est pas pour ça que les boîtes ouvrent plus tôt et offrent l'entrée gratuite aux gens qui arrivent plus tôt. Le truc, c'est que ils vont dire si vous arrivez avant minuit, votre entrée elle est gratuite. La boîte ouvre à 23 h. Donc il y a beaucoup de gens qui vont arriver à 23 h en se disant faut pas arriver juste avant minuit, sinon on va rater l'entrée gratuite. Donc vous commencez à avoir des gens qui arrivent, des grands groupes de gens qui arrivent devant la boîte. Ensuite, les vigiles ont interdiction de faire rentrer les gens à 23 h, qui est l'heure officielle d'ouverture de la boîte qui est communiquée, mais ils les font rentrer à 23 h 30. En fait, à 23 h 30, vous avez déjà l'équivalent d'une demi-heure de queue avec le flux d'arrivée au début qui est assez important. Donc vous avez plus d'une demi-heure de queue au final, vous avez presque une heure de queue, visuelle je parle, devant la boîte. Qu'est-ce qui se passe? Tous les gens qui passent devant la boîte à ce moment-là voient une file d'attente très longue et se disent s'il y a autant de personnes qui vont dans cette boîte-là, ça veut dire qu'elle est bien, preuve sociale. Le comportement des gens de la masse de gens qui attendent devant ce restaurant ou cette boîte de nuit signifie inconsciemment, influence notre inconscient et nous fait dire que s'il y a autant de monde devant cette boîte, c'est que c'est des habitués et c'est qu'elle est bien. Alors que c'est faux. C'est des gens qui veulent juste pas payer l'entrée et les vigiles ont l'obligation de faire entrer qu'à 23 h 30. Ensuite arrive l'ouverture effective, on va dire réelle de la boîte à 23 h 30. Il faut rentrer les gens au compte-gouttes. Et quand vous êtes, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous raconte ça, vous êtes à peu près là dans la file d'attente, vous attendez depuis 20 minutes, quelque chose comme ça. Au moment où vous rentrez dedans, la file d'attente est quand même très longue déjà à ce moment-là. Vous avez genre une demi-heure, trois quarts d'heure de visuel de file d'attente. C'est pas forcément en temps, mais une grande file d'attente. Vous arrivez dans la boîte et c'est totalement vide. C'est-à-dire que vous arrivez, il n'y a pas de queue au vestiaire, il n'y a pas de queue au bar, c'est vide. L'endroit est vide. Mais bon, avec le principe d'engagement, de toute façon, vous avez payé votre entrée, vous avez investi du temps, vous êtes rentré dans la boîte, vous restez dans la boîte en disant ça va se remplir. Et à ce moment-là, soit vous allez prendre un verre au bar en effet, et là ça va encore faire plus l'affaire de la boîte, soit vous vous asseyez, vous attendez. Par contre, il n'y a personne dans la boîte, donc la file d'attente qui est devant l'entrée de la boîte est totalement construite et exploite le principe de preuve sociale. Ensuite, il y a un autre exemple, qui est détaillé dans le livre, qui sont beaucoup moins sympathiques et beaucoup moins drôles. Dans le bouquin, Robert Cialdini explique qu'en 1964 à New York, alors je lis du coup mon carnet parce que j'ai noté les noms des personnes et tout, Kitty Genovese, c'était une italienne je crois, a été poignardée à mort, donc c'est pas drôle comme exemple, dans la rue sans que personne intervienne. Pourtant, 38 personnes voyaient et entendaient la scène depuis leur appartement. Résultat, aucune personne n'a appelé la police. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on en conclut? Est-ce que les 38 personnes sont totalement folles et dénuées de raison pour ne pas aider cette personne-là? Ou est-ce qu'il y a, encore une fois, un principe de preuve sociale qui fait qu'on est influencé négativement par nous-mêmes, par nos comportements, même si là on n'essaie pas de nous vendre quelque chose ou de nous faire faire un choix, parce que c'est une situation qui n'est pas orchestrée par quelqu'un, il y a juste une bagarre en bas qui tourne mal, le mari qui poignarde sa femme, enfin c'est juste un truc horrible. Le mari n'a pas du tout l'intention d'influencer les gens qui sont dans les tours à ce moment-là, mais il y a une influence qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Vous entendez des cris dans la rue, vous allez à votre balcon, les autres personnes vont à leur balcon, et vous voyez ce qui se passe. Vous regardez autour de vous, vous voyez les autres personnes à leur balcon. Et vous voyez que ces autres personnes vous regardent aussi. Et là, il y a un principe d'incertitude qui se crée. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois aller en bas et sauver cette personne? Est-ce que je dois appeler la police? Est-ce que je dois regarder et crier à l'aide? Je ne sais pas quoi faire. Donc là, il y a un principe d'incertitude qui se crée dans cette situation-là et qui en plus engage la sécurité, votre sécurité. C'est-à-dire que si vous regardez ça, si vous décidez d'aller en bas, vous engagez votre sécurité sérieusement. Si vous décidez d'appeler à l'aide, vous pouvez potentiellement engager votre sécurité si la personne qui est folle en bas vous voit et décide de monter. Appeler la police, vous allez du coup déclencher l'appel. Ça semble, quand on entend l'histoire comme ça, appeler la police, c'est le choix rationnel, le plus rationnel possible. Et moi, quand j'ai lu le bouquin, j'y croyais pas, mais je vais vous raconter l'histoire personnelle que j'ai vécue après, et du coup, j'étais devant, je l'ai vu. Donc je vais vous expliquer ça après.
Il s'est trouvé que les 38 personnes se regardaient depuis leur appartement, et puis bah, personne ne faisait rien, personne n'a rien fait, la femme est morte. Alors que 38 personnes assistaient à la scène, et la personne n'a pas été sauvée. Qu'est-ce que j'ai vu moi? Moi j'allais dans le métro un soir, un samedi soir à Paris, j'allais dans le métro, et en face, il y avait deux SDF qui commençaient à s'énerver, à se battre, jusqu'au moment où il y a un SDF qui a pris un extincteur dans sa main, et qui a explosé, enfin, qui a donné un coup d'extincteur dans la tête de l'autre SDF. Le SDF est tombé par terre et a commencé à, vous savez, à convulser, à trembler et tout. Enfin, c'était vraiment horrible à voir, quoi. Et donc moi, j'étais là et tout. Et j'assistais à la scène quand il commence à s'énerver, tout ça. Et directement, alors pour le coup, j'ai lu le bouquin, je sais réagir dans ces situations-là. Donc j'ai pris mon téléphone, j'appelle la police. Et j'étais halluciné de voir, parce on est nombreux à Paris, vous imaginez, un samedi soir sur le quai du métro. C'est des dizaines de personnes, donc il doit y avoir 40-50 personnes sur le quai du métro, je ne sais pas exactement. Tout le monde, et je vous l'assure, tout le monde, hein, c'est pas des gens méchants, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, était comme ça. Et on se regardait tous, comme ça. Tout le monde se regardait. Donc si bien que moi, du coup, c'est marrant parce que du coup, ce bouquin-là, il est quand même vachement utile parce que j'ai repensé à la scène et j'ai commencé à faire qu'est-ce qui se passe en regardant les gens comme un con. Et je me suis dit, putain, mais non, mais Mathieu, appelle les flics, appelle le SAMU, appelle un truc, quoi. Et donc j'ai appelé la police en disant, voilà, il y a un problème, nanana. Et après, eux, ils sont connectés à tous les services. Donc eux, ils arrivent en 2 minutes. En plus, à Paris, ils arrivent super vite. Ils appellent eux-mêmes le SAMU ou le pompier, je sais pas ce qu'ils ont appelé. Ça arrive en 2 secondes. Ça, c'est cool. Mais heureusement que j'avais pensé à ça parce que on n'est pas plus intelligent que les autres. On croit qu'on l'est quand on est dans une situation, là vous êtes dans votre canapé, devant votre ordinateur ou dans un fauteuil, vous dites bah, bien sûr que j'aurais appelé la police, c'est normal. Sauf que non. Je l'ai vu. Moi quand j'ai lu le bouquin, je me suis dit c'est une connerie, c'est pas possible. Enfin, bien sûr qu'on appelle la... Bah non. Quand j'étais au métro, que le mec il a été tabassé avec un extincteur, je peux vous dire qu'il allait pas bien par terre, donc c'était à peu près la même situation, même si c'était pas un couteau ou machin, mais c'était à peu près la même chose quoi. Et ben je regardais autour et moi-même, de façon totalement incontrôlée et automatique, j'ai commencé à faire qu'est-ce qui se passe et à regarder les gens. Et après, j'ai fait putain, rappelle-toi du bouquin, merde. Déjà, j'ai pris mon téléphone, j'appelle la police, j'ai dit écoutez, il y a un problème nanana, station nanana, venez. Hop, ils sont arrivés super vite, le travail était bien fait pour ça. La police, les pompiers, le SAMU, c'est bon, heureusement qu'on est en France quoi. Et les gens autour étaient encore. Et je me rappelle même que là j'ai été plus ou moins con parce que j'ai insulté les gens. J'ai dit putain vous êtes complètement con, arrêtez de vous regarder dans le blanc des yeux et appelez la police. Ce qui est débile hein, en fait parce que finalement c'est juste un automatisme. Mais c'est le fait de connaître ces choses-là, voilà vous regardez cette vidéo si un jour vous êtes dans une situation comme ça, vous repenserez peut-être à cette vidéo-là et vous direz putain c'est pas possible. En fait les gens sont, vous allez vous dire les gens sont cons, faut appeler la police, mais en fait on serait pareil qu'eux. Donc c'est dingue, c'est puissant. Et donc la leçon à tirer de cette histoire-là, j'espère qu'elle vous a impacté, que vous allez le retenir, parce que ça sauve des vies finalement, c'est que l'incertitude, quand vous êtes dans une situation d'incertitude, eh bien ça va amplifier l'influence de la preuve sociale. C'est-à-dire que le comportement de la masse des gens qui est autour de vous, qui réagit de façon automatique aussi par rapport à ces influences et tout ça, eh bien ça va conditionner votre comportement à vous. Plus vous allez être dans une situation incertaine, plus vous allez conditionner votre comportement à vous. Autre exemple hyper important, moins glauque et beaucoup plus proche de vous. Vous avez un projet, vous voulez faire quelque chose, et là j'ai mon exemple personnel qui est en plein là-dedans. Avant j'étais ingénieur, j'ai travaillé 4 ans en tant qu'ingénieur, j'ai fait un bac plus 5, donc ça représente 9 ans de ma vie. Bac plus 5, les études d'ingénieur, 4 ans de ma vie ensuite à bosser, je bossais dans l'ingénierie des modèles, dans le domaine de l'aérospatial et du nucléaire. J'ai bossé pour Thales et Arriva, en gros, pour la faire court. Et puis j'ai voulu lancer Penser et Agir. Penser et Agir, un site de psychologie et de développement personnel sur Internet, sans diplôme de psychologie, sans être coach, sans diplôme de coaching, sans savoir faire des sites web, parce que j'étais bien ingénieur en informatique, mais je faisais de la programmation, je ne faisais pas des sites web, c'est des métiers qui n'ont aucun rapport, sans savoir faire de sites web. Et je gagnais très bien ma vie. Ça veut dire que j'étais ingénieur, je gagnais environ 4 000 € net par mois. J'étais dans un domaine que beaucoup de gens veulent faire. Et j'avais pas les diplômes et tout le reste, ni les connaissances, ni les savoir-faire pour faire l'autre projet. Donc là, le principe d'incertitude. Alors vous avez le principe d'engagement et de consistance de la vidéo 4. Si vous ne l'avez pas vu, les liens sont dans la description. Engagement et consistance, 9 ans de ma vie là-dedans, je gagne bien ma vie. Voilà, on est engagé, on est dans ce qu'on appelle une prison dorée en développement personnel. Et ensuite, preuve sociale, vous allez voir, moi je suis allé voir ma mère, je suis allé voir mon grand-père, je suis allé voir mes amis, mes collègues de travail, et je leur ai dit, j'ai envie de tout lâcher, tout arrêter,
et de créer un projet qui est en accord avec mes passions, dans la psychologie, le coaching, et ce sera un site web. Là, je peux vous dire que ce soit mes collègues, ma famille, mes amis, tous ils m'ont dit t'es complètement taré, c'est débile. Et si j'avais pas lu ce bouquin, encore une fois, hein, c'est des bouquins importants, et que j'avais su que j'étais dans un principe d'incertitude, que j'étais victime de l'engagement et de la consistance, et que la preuve sociale m'influençait au maximum, j'aurais pas eu le réflexe d'aller chercher ce qu'on appelle en développement personnel des mentors. C'est-à-dire, au lieu d'écouter la masse, c'est-à-dire ma famille, mes amis, mes collègues, c'est une masse de gens qui n'a pas fait ce que je voulais faire. Ce qu'il faut faire, c'est aller chercher des mentors, c'est-à-dire des gens qui partagent mes valeurs et qui ont accompli les résultats que je veux accomplir. Donc j'avais contacté des entrepreneurs web, que je vois encore aujourd'hui d'ailleurs, qui sont devenus des amis. Ces personnes-là étaient dans les mêmes situations que moi. J'ai rencontré, alors pas tous, mais j'ai rencontré un gars qui s'appelle Romain, qui était un ingénieur en nanotechnologie. Et pareil, mais qui l'a fait lui. C'est-à-dire il était parti de son travail, il avait commencé sa boîte, ça faisait 2 ans quand moi j'ai commencé. Donc il m'a dit, bah voilà, ça se fait, je l'ai fait. Et ça marche. Je fais ok. J'avais rencontré un autre gars qui était dans l'audit de société. Alors lui, il gagnait encore mieux sa vie, il était à 6 ou 7 000 euros par mois. C'était fou. Et pareil, il avait quitté son job et il avait construit son business. Ça marchait pas, par contre, lui. Mais il était en évolution parce que ça faisait moins longtemps qu'il l'avait lancé. Mais il l'avait fait. Pareil, l'influence sociale, de la preuve sociale, enfin la preuve sociale que je cherchais, plutôt que de la chercher dans la masse avec mes amis, ma famille, tout ça, qui n'avaient pas du tout fait ça, je les cherchais dans des mentors, c'est-à-dire des gens qui avaient fait ça. Ça, c'est hyper important pour s'enlever justement le principe d'incertitude et chercher la preuve sociale là où elle est bénéfique pour nous. Alors après, je vous vois, j'imagine des gens qui disent bah oui, mais là tu parles que des gens qui avaient beaucoup d'argent. Non, j'ai rencontré d'autres gens qui n'avaient pas fait d'études, n'avaient pas d'argent et avaient que 2 000 euros sur leur compte en banque. Bah eux, alors dites-vous que quand vous êtes dans cette situation-là, c'est beaucoup plus facile de tout lâcher. Ça semble contre-intuitif. On se dit toujours, bah oui, mais toutes les personnes qui réussissent sur Internet ou autres, on entend toujours des ingénieurs, des machins, des trucs, ils avaient 6 000, 7 000 euros par mois, 4 000 euros par mois, même 2 000, 3 000. Enfin, bon, ils avaient de l'argent, tout ça, machin, des revenus. Mais oui, mais ils avaient beaucoup à perdre. Enfin, je suis témoin de cette situation-là. On est engagé dans un processus, dans une prison dorée. On s'est battu. Souvenez-vous de la vidéo précédente, la 5e vidéo. Combattre pour quelque chose fait qu'on c'est difficile de partir de ça, même si c'est mauvais pour nous. On a échangé du temps. Moi, j'ai échangé 9 ans de ma vie. De l'argent, c'est de l'investissement, de suivre des études, tout ça, pour arriver à un boulot et ensuite se dire, bah non, finalement, c'est pas pour moi, je vais faire autre chose. C'est très, 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 très compliqué d'un point de vue intellectuel. Et une personne qui n'a pas d'argent, c'est difficile pour elle parce que c'est risqué. Il y a le principe d'incertitude qui est très élevé. Alors que quand on a un peu d'argent, le principe de se casser totalement la figure est moins élevé. Par contre, on brise sa carrière, quoi. Mais lui, donc, ce principe d'incertitude est élevé. Par contre, l'engagement et la consistance chez lui, il peut recommencer sa vie rapidement. Il n'a pas fait un plan de carrière, il n'a pas évolué, etc., etc. Donc, les situations sont toutes différentes. Les choix sont toujours difficiles. C'est pour ça que vous devez comprendre un peu ces mécaniques qu'il y a derrière. Donc, je vous explique comment j'ai vaincu pour moi la recherche de la preuve sociale en la décalant plutôt que de parler à des gens qui n'avaient aucun rapport avec ce que je voulais faire. J'ai cherché des mentors qui avaient déjà fait ce que je voulais faire. Et du coup, ça m'a abaissé mon principe d'incertitude. Ensuite, pour remettre en cause 9 ans de ma vie finalement de mon métier d'ingénieur, eh bien, c'est ce bouquin qui m'a aidé parce que je connaissais le principe d'engagement et de consistance et je savais que je pouvais m'en défaire. J'ai encore une fois étudié la psychologie des choix. J'en ai parlé dans la précédente vidéo longuement, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais avec les choix rationnels et de rationalisation, penser par moi-même et pas par rapport aux autres. Toujours, si vous voulez plus d'informations sur les choix, ce qui est pour moi le concept de base et le plus important du développement personnel, vous avez une formation payante cette fois qui s'appelle l'élément déclencheur. Le lien est dans la description. Vous allez dans les formations en ligne et vous avez l'élément déclencheur. Vous avez une longue page de présentation. Si ça vous intéresse, allez-y. Si ça ne vous intéresse pas, n'y allez pas. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc voilà. Je relis un petit peu mes notes. Voilà. Que ce soit lorsque quelqu'un est en danger, comme on l'a vu avec la personne qui se fait poignarder à New York, que ce soit la personne dans le métro qui se fait taper avec un extincteur sur la tête, si les gens autour de vous ne font rien parce qu'ils sont dans un principe d'incertitude, eh bien vous aussi ça vous conditionne à ne rien faire. Vous pouvez trouver des tonnes et des tonnes d'exemples qui vont mettre en évidence ce principe d'incertitude, la recherche de preuves sociales. À vous maintenant, avec les clés que je vous ai données dans cette vidéo, d'apprendre à vous en protéger. Et si vous voulez aller plus loin sur les choix, notamment les choix rationnels et les choix de rationalisation,
la formation l'élément déclencheur qui est une formation avancée. Vous avez les liens dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur le pouce en l'air pour me le dire et aider la vidéo à remonter dans les résultats de recherche de Google. Si vous voulez lancer un débat là-dessus, partagez vos expériences, vos exemples, me dire que vous appréciez mes vidéos, me dire que vous n'appréciez pas mes vidéos, eh bien laissez un commentaire sous cette vidéo, je lis tous vos commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Partagez cette vidéo avec vos proches si vous en avez envie. Et moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!